Bonjour, nous allons donc maintenant passer aux différents types de vulnérabilités applicatives, c'est-à-dire nous allons voir quelles sont les différentes menaces et attaques qui visent des logiciels, des applications système ou des applications web ou tout programme informatique de manière générale. Il faut savoir que plusieurs applications sont vulnérables, soit à cause d'une mauvaise programmation, manque de motivation des développeurs, manque de temps du développeur, ou faites de manière volontaire, ça veut dire le développeur avant de quitter l'entreprise, il a laissé un point d'entrée ou une porte dérobée qui va lui permettre d'avoir accès à tout moment pour essayer de récupérer des données confidentielles de son ancien employeur. Donc on peut trouver aussi des failles dans les services réseau, ou des démons, dans des applications téléchargées, des applications Java, des applications web, etc. Ces vulnérabilités applicatives, elles peuvent être, comme on avait dit, volontaires, c'est-à-dire sous forme de porte dérobée laissée par le programmeur de façon volontaire, comme ça peut être une erreur de programmation. On va voir une erreur buffer overflow, des utilisateurs mal validés, des problèmes de concurrence, etc. Donc on va essayer de parler de tout ça. La première faille de sécurité, c'est exploitée par certains pirates, c'est le buffer overflow. Qu'est-ce que c'est qu'un buffer overflow ou bien le débordement du tampon? Donc, quand vous avez un programme principal, par exemple, qui déclare un tableau de chaîne de caractères sur 8 cases, et qu'à l'exécution, vous mettez plus que 8. Donc, ça va générer ce qu'on appelle une erreur de segmentation. C'est du buffer overflow. C'est comme si que vous avez donc un verre d'eau qui peut contenir 1 litre et vous mettez dedans 2 litres. Donc, il y a toujours une quantité qui va déborder par la suite. Parlons maintenant du buffer overflow, c'est-à-dire d'une introduction pour pouvoir expliquer le buffer overflow et même les attaques ou les problèmes de sécurité de ce concept. Donc il faut savoir que le rôle principal d'un microprocesseur, bien sûr, c'est de traiter et de déplacer des données. Donc ces données-là doivent être stockées dans un emplacement. On peut les mettre dans les registres du microprocesseur, AX, BX, CX, etc. Mais la taille de ces registres ne le permet pas. C'est pour cela que le microprocesseur réserve une petite quantité au niveau de la RAM pour stocker certains types d'informations qu'il traite à tout moment, qu'on appelle donc une pile. Voilà, donc la taille des registres ne permet pas de stocker ces informations. Donc, ils sont stockés dans la mémoire centrale, dans un emplacement qu'on appelle la pile. Vous avez peut-être vu ça en architecture, CS, DS, etc. Ils sont stockés dans une adresse bien déterminée au niveau de la mémoire centrale. Donc, parmi les utilisations de cette pile-là, d'exécution qui se trouve au niveau de la RAM, de la mémoire centrale, il y a au moment où vous avez votre programme principal fait appel à une fonction. Donc, quand il fait appel à une fonction, nous allons prendre ce petit programme très simple. Donc vous avez le programme principal en C qui déclare deux variables, x égale 2, y égale 5. Il fait appel à la fonction échange. Donc la fonction échange, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc elle va permuter les valeurs, c'est-à-dire quand elle fait return, x il devient 5, y il devient 2. Donc c'est échange. Donc au moment de l'exécution, il n'y a rien du tout. La pile elle est vide. Ça c'est la pile d'exécution qui se trouve à la mémoire centrale. Dès que votre programme fait appel à la fonction échange, c'est-à-dire à cet endroit exact, là, votre microprocesseur va réserver un espace au niveau de la mémoire centrale qu'on appelle la pile. Il commence déjà par, dès qu'il appelle, il commence par empiler les paramètres qui sont A et B. Il va les empiler ici. Après cela, il va enregistrer l'adresse retour. L'adresse retour, c'est l'adresse de l'instruction qui vient juste après l'appel de la fonction. Donc c'est cet endroit-là. Il va l'enregistrer. Pourquoi? Parce que quand la fonction se termine, le programme doit reprendre l'exécution à cet emplacement exact. Donc il va sauvegarder l'adresse retour de la fonction. Donc quand vous appelez return, la fin de la fonction, le programme principal ou le microprocesseur, il va retourner juste après l'appel de la fonction pour continuer l'exécution. Donc on enregistre l'adresse retour de la fonction à cet endroit. Après cela, on va initialiser un pointeur qu'on appelle base pointer, c'est-à-dire pour commencer l'exécution de la fonction. Et puis au niveau de la fonction, à l'intérieur, vous avez des variables locales de la fonction. À chaque fois qu'on rencontre une variable locale, on va l'enregistrer donc au niveau de la pile. Donc on commence par enregistrer les paramètres de la fonction, ensuite l'adresse retour de la fonction, après un pointeur de pile, après cela la première variable locale et la deuxième variable locale. Voilà donc le principe de fonctionnement.
au niveau de la fonction, vous avez deux variables locales. Array 1 qui peut contenir jusqu'à 1024 chaînes de caractères. Array 2 qui peut contenir aussi jusqu'à 1024 chaînes de caractères. Le problème peut se poser si jamais nous allons mettre dans Array 2 plus de données qu'il le faut. C'est-à-dire que nous allons remplir les 1024. Après, nous passons à écraser le pointeur de pile. Et si on remplit encore plus, on risque même d'écraser l'adresse retour. C'est ce qu'on appelle le buffer overflow. C'est-à-dire si vous mettez dans Array 2 plus 2024 au point où vous allez écraser le pointeur, puis écraser l'adresse retour, là il va y avoir un problème. Quand la fonction se termine et qu'on fait appel à return, à ce niveau-là, nous n'allons pas trouver vraiment l'adresse retour de la fonction parce qu'elle a été écrasée par le contenu de Array 2. Et là, il va y avoir un problème. Soit le programme, le microprocesseur, il va trouver une adresse qui existe quelque part dans la mémoire centrale, donc il va sauter pour exécuter l'instruction. Soit c'est une adresse erronée, et là, vous allez retrouver l'erreur de segmentation qu'on avait vue à l'introduction. Voilà donc le buffer overflow quand on fait appel à une fonction. Donc ça c'est l'explication. Donc si par hasard une procédure écrivait plus d'octets dans une variable locale afin que la taille nécessaire à son stockage dans la pile dépasse celle de l'adresse retour. C'est-à-dire nous allons remplir dans Array 2 jusqu'à écraser SP, écraser même l'adresse retour. Là on se retrouve comme j'ai dit entre deux scénarios. Soit une adresse qui n'existe pas, donc erreur, soit une adresse qui existe, donc le processeur au lieu de revenir ici, il va aller exécuter ailleurs. Voilà, donc ça c'est l'explication. Si on met beaucoup de X dans Array 2, on risque d'écraser même l'adresse retour, et là retourne, ça pose problème. Comment on peut exploiter ça pour effectuer une attaque? Donc ça c'est l'explication. Moi je ne vais pas vous parler de l'explication, je vais l'expliquer sur le schéma. Le pirate, qu'est-ce qu'il va faire? Il va remplir dans Array 2 un code assembleur. Un code assembleur dangereux. Par exemple, avoir accès au bash, au terminal en mode administrateur, bin sh. Voilà. Donc si je viens sur Linux par exemple et je tape donc voilà, je tape ici donc bin sh, voilà, donc là je suis en mode administrateur, donc shell administrateur, je peux lancer les commandes que je veux. Donc le pirate dans ce cas, qu'est-ce qu'il va faire? Dans Array 2 il va mettre le code assembleur de son attaque, et la suite là ici il va mettre blabla, mais au niveau de l'adresse retour, au lieu de garder l'ancienne adresse retour qui est juste après la fonction, il va mettre l'adresse de cet emplacement, c'est-à-dire le microprocesseur, quand il termine l'exécution, il va lire l'adresse retour, il va retourner où? Il va retourner ici, pardon, et il va exécuter le code pirate assembleur qui va lui permettre d'avoir accès au terminal en mode administrateur. Donc c'est là, le danger, il est là. Pourquoi le langage C? Parce que le langage C, la plupart des systèmes d'exploitation, Windows, Linux, etc. sont développés en C. Donc on donne à l'administrateur plus de possibilités, voire même à exécuter de l'assembleur, ou faire appel à un code assembleur avec le langage de programmation. C'est voilà donc l'explication de l'attaque buffer overflow. En tout cas, vous allez avoir des exercices sur ça pour bien comprendre et assimiler donc ce problème de sécurité. Voilà, je vous remercie.